En 1967, à Bluff Creek, en Californie, Roger Patterson et Bob Gimlin chevauchaient à travers d'épais fourrés qui parsemaient la région. Les deux anciens cow-boys de rodéo avaient monté une caméra vidéo, un engin assez rare à l'époque, dans le but de prendre des clichés de la créature dont les apparitions avaient déjà fait manchette plusieurs fois dans la région. En effet, guère plus de 2 mois auparavant, des habitants du secteur avaient prétendu apercevoir une silhouette humanoïde de 7 pieds de hauteur, couverte d'une épaisse fourrure noire aux reflets argentés. En cet après-midi du mois d'octobre, alors que les deux hommes contournaient une souche déracinée, Gimlin fut pris de stupeur en apercevant une figure énorme qui avait dû se tenir immobile jusque-là. Débarquant de son cheval et tentant tant bien que mal de dresser sa caméra, tandis que Patterson s'emparait nerveusement de son arme, il parvint avec difficulté à capturer ce qui allait devenir aux yeux de plusieurs la preuve irréfutable de l'existence du légendaire Bigfoot. On est hype parce que finalement, on va s'attaquer à un des monstres les plus documentés. Ah, je suis plein d'excitation. Ça va probablement être un très grand épisode. Sabrina, comment ça va? Ça va en fin de rhume. Alors, pardonnez ma voix, mais ça va super bien. Je suis super excitée de faire cet épisode parce que je pense qu'on aurait pu en parler plus tôt. Oui, on aurait pu. Je Puis, pense. je pense qu'on a été, je sais pas, on a été pris de court. Je sais pas pourquoi on ne l'a pas abordé dans la première session, la première saison, parce que vraiment, c'est un monument de la recherche des monstres et des animaux fantastiques. De quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? Nous allons parler du Bigfoot. Well, he big around the middle and he's broad across the rump, going 90 miles an hour, taking 40-foot a jump. Ain't ever been caught or ever run up a tree. Some folks say he sings a lot like me. Some folks say he looks a lot like me. Bigfoot, Yeti, Sasquatch et autres abominables hommes des neiges de tout acabit. OK, alors qu'est-ce que c'est pour toi ce groupe de cryptides-là? Pour moi, le Bigfoot et le Yeti, ça représente, je dirais, toutes mes craintes d'aller faire de la trail dans le bois puis du hiking. En fait, quand j'étais jeune, j'ai entendu parler de ces cryptides-là parce que les vidéos, les photos, c'est des choses qu'on a eu quand même accès relativement, dans ma jeunesse du moins, au même titre que Nessie, les fameuses photos du monstre du Loch Ness. Fait que c'était comme le deuxième cryptide avec lequel j'ai été mis en contact, qui m'a fait me demander, hey, le bois, c'est grand, là, puis la montagne aussi, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Puis ça m'a donné envie d'y croire, en fait. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup les primates, les singes, les gorilles aussi. Fait que je me suis posé la question, ça se pourrait-tu que... Puis c'est un des monstres qui m'a fait le plus me questionner par rapport au canular, justement, parce que j'ai cherché des photos comme tout le monde, comme tout le monde, ceux qui s'intéressaient à la zoocryptologie, puis j'étais curieuse. Puis j'ai toujours eu un peu envie d'y croire et d'être témoin d'une véritable créature inconnue dans les bois. Voilà. Et toi, Simon? Moi, je te rejoins un peu pour ce qui est du mystère des bois, mais moi, je ne m'étais jamais vraiment interrogé sur Bigfoot en particulier. Pour moi, c'était... Autant j'avais, tu sais, moi, ma fascination était, on en a parlé dans l'épisode sur les monstres marins, et autant ma fascination était sur la mer et tout ce qui pouvait se cacher, autant moi, un Bigfoot, OK, peut-être que ça existe. J'y étais pas très, très intéressé. Mais j'étais très intéressé aux gens qui chassaient le Bigfoot, parce que ça, c'était tous des personnages. Il y avait comme un archétype du chasseur de Bigfoot. Et je pense qu'une partie de ma fascination pour les monstres en général vient non pas du Bigfoot lui-même, mais de tous les dispositifs qui ont été inventés et ou mis en place pour le traquer. Alors, la traque aux monstres, moi, j'aime ça au bout. Ouais. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est vrai, t'es plus un chasseur de fantômes. Moi, je suis plus quelqu'un qui a peur des profondeurs de l'océan autant que la forêt. Puis, tu sais, je suis le genre de personne qui, si elle va dans le bois creux, elle a peur de croiser un ours. Fait qu'elle fait bien du bruit puis elle parle fort. Parce Ah oui, qu'apparemment, c'est c'est vrai. des Parce que choses à faire.
Avec les ours bruns. Ouais, c'est ça, les grizzlies, too bad. Puis les Ça ours blancs, marche pas. les ours blancs, fais tes prières, là, à moins que tu aies un fusil, puis encore là. Oui, c'est Ouais, rare que tu peux détourner un ours blanc. c'est Mais rare. c'est pas complètement innocent de parler des ours maintenant parce que aujourd'hui, là, on s'est consulté avant l'émission. Aujourd'hui, on va passer à travers l'origine, mais on veut arriver au plus rapidement possible au segment science parce que s'il y a bien quelque chose qui entoure le Bigfoot, c'est toutes les démarches scientifiques qui sont déployées pour le retrouver et Oui, prouver et déprouver son existence. Ben, c'est ça, démarche scientifique et on va se le dire, le Bigfoot, je pense que si le zombie est le plus populaire au cinéma, le Bigfoot et le Yeti, c'est les plus populaires dans le cinéma amateur et les films de canulars. Et on va passer au travers de ces canulars-là avec bonheur. Moi, j'ai bien hâte, on va avoir beaucoup de plaisir. Oui. Parce qu'il y en a en tabarouette du Il y en footage a. de Bigfoot. Il y en a beaucoup, des photos, des traces, des poils. Il y en a énormément et on s'excuse tout de suite, on ne peut pas tout couvrir. Juste pour vous dire, là, avant même d'entrer dans la première section, juste des films ou des œuvres littéraires qui font mention du Bigfoot, il y en a plus d'1 millier. Alors, on ne peut pas tout couvrir ici, mais on a compilé certaines des faits les plus saillants. Alors, commençons tout de suite par une petite section. Pourquoi Bigfoot? Qu'est-ce qui se passe avec les pieds de cet animal-là? Alors, qu'est-ce que c'est que le Bigfoot? Ben, il y a des grands pieds. De un, oui. Oui, il portait une bonne pointure quand même. Je ne sais pas quelle pointure il avait, est-ce que tu sais? Alors, moi, j'ai Des mesures? des mesures. Car, oui, on parle de Bigfoot ici, on parle d'un humanoïde de entre 6 et 9 pieds, quoique certaines légendes de haut, je parle, certaines légendes le placent jusqu'à 5 mètres de haut, ce qui en fait un être littéralement King Kong-esque. Et qui aurait une épaisse fourrure qui s'apparente à l'orang-outan ou à un gorille. On dit généralement orange-brune, donc comme un orang-outan. Et ici, Bigfoot, aussi connu sous le nom du Sasquatch, il s'agit bel et bien de la même créature. C'est celui qui sévit en Amérique du Nord. Donc, Bigfoot, c'est le nom qu'on lui a donné en Californie, car c'est en Californie, en 1958, que sur un chantier de Six Rivers National Forest en Californie, qu'on a trouvé une empreinte de pas dans la boue entourant un chantier qui faisait 41 cm de long. Wow. C'est une grosse pointure. Ouais, c'est des bonnes bottes. C'est un avant-bras. Tu sais. J'ai un ami qui chose du 13 et on trouve ça impressionnant, là, je veux dire. C'est ça. Donc, cette empreinte de pas est ce qui a donné le nom Bigfoot. Mais elle n'est pas unique, car à l'autre côté du monde, les légendes entourant le Yeti, le pendant himalayen de Bigfoot, qui lui, on en parle dans cet épisode, mais c'est vraiment deux monstres distincts, qui sont très, très, très similaires. Oui, puis si je peux me permettre, avant qu'on poursuive, parce qu'il y en a partout. Des monstres. Donc, on a le Yeti, qui viendrait de Yété, donc qui a été nommé par le peuple Sherpa. On va en reparler. Oui. Le Yeti qui est majoritairement dans l'Himalaya. Sinon, on a le Yowie en Australie. Oui. Le Alma en Mongolie. On a l'Almasty en Russie. Le Basajoun aussi. Donc, on en a vraiment beaucoup. Et ils ont tous un nom. Et c'est tout le temps dans les montagnes. Oui, c'est dans les beau montagnes. De voir qu'il y en a dans toutes quasiment tous les coins de pays. Ben, non seulement il y en a dans tous les coins de pays, mais non seulement le Yeti existe dans ces régions-là, mais aussi le Sasquatch qui vient du mot Saskets en langue Hakmeleyen, qui est une des tribus qui habitent sur la côte ouest américaine. C'est des Autochtones, right? Les Autochtones. Il y a beaucoup de légendes qui existent chez les Autochtones en Amérique qui étaient là bien, bien, bien avant l'arrivée des Blancs. On parle de premiers récits, là, des images qui auraient été peintes qui datent de presque 1000 ans. Le terme, donc il y en a aux États-Unis qui sont des variantes du Bigfoot. Il y a le Skunk Ape en Floride, le Grassman en Ohio, le monstre de Whitehall à New York,
le vieil homme de la montagne en Virginie occidentale, qui selon moi est le nom le plus poétique. C'est ça, j'allais dire, c'est le meilleur nom. Et ce que j'allais dire à propos du Yeti, c'est que lui aussi est dépendant d'une histoire de pied. Oui, parce que lui aussi, il a été il a eu sa propre empreinte prise dans la neige par Eric Shipton en 1959. Alors, le Bigfoot, c'est en 1958 et le Yeti, c'est en 1959. On est dans une décennie de gros pieds. Une décennie de gros pieds. Et J'aime voilà. ça. Et Voilà. donc, on peut comprendre que probablement que les deux histoires se sont répondues. Faut dire, le nom Bigfoot, c'est pas les gens qui travaillaient dans les chantiers en Californie qui l'ont trouvé, c'est le reporter qui s'appelle Andrew Genzoli, qui a été celui qui est venu prendre une photo et faire un moule de l'empreinte de pied. Qui est vraiment un objet qui est iconique là, en termes de zoocryptologie. Là. Oui. L'empreinte de pied de plâtre. Vous pouvez même acheter des répliques sur le net. Mais oui, et c'est... alors lui, c'était un reporter qui travaillait à l'époque pour un journal en Oregon et qui, par la suite, a vendu son histoire au Post à New York. Le Times en a fait une histoire, donc il est devenu très, très, très célèbre avec cette histoire-là. Et donc, c'est ça. Pourquoi on parle d'un Bigfoot, c'est essentiellement l'empreinte de pied. Mais comme tu l'as dit, Sabrina, des créatures similaires, il y en a légion. Et à peu près partout qu'il y a des montagnes ou de la forêt profonde, il y a un équivalent d'un homme sauvage. Souvent, on parle d'un homme sauvage ou d'un homme singe, ou dans plusieurs cas, d'un homme ours. Tu as dit le Yeti, ça vient de Yété, du tibétain, mais aussi il y a aussi le Mété, qui est homme-ours, littéralement. Et ça fait qu'il y a comme un chevauchement entre l'ours et l'humain. On l'associe souvent au singe, Bigfoot et le Yeti. On dit que c'est comme une espèce de singe qui aurait passé sous le radar. Mais en fait, probablement que c'est plus proche d'un ours. Et la plupart des photos ou des empreintes de pas qui sont trouvées sont beaucoup plus proches de celles d'un ours que de celles d'un primate. Cela dit, il reste encore nombre de preuves qui ont été trouvées. J'ai vraiment hâte qu'on passe au segment science parce que tout va se passer oui, on là. va avoir du plaisir. Là. Mais je veux juste parler très, très, très brièvement des récits plus anciens. Oui, parce qu'il faut en parler quand même, les légendes, ils partent de quelque part. C'est ils ça. partent de très, très loin, bien avant qu'on capture des vidéos, des photos, puis qu'on parte sur une chire de canivars. Mais c'est ça, c'est qu'il y a effectivement des histoires qui existent depuis, sinon 500 ans minimum, sinon jusqu'à 1000 ans, entourant ce genre de créatures-là. En Amérique, déjà, les premiers colons espagnols parlaient de los vigilantes oscuros, qui sont les vigiles obscurs, les vigiles sombres, qui surveillaient, qui étaient des silhouettes dans la nuit qui surveillaient leur campement et qui, paraît-il, attaquaient leur bétail. En Louisiane, au 18e siècle, il y a un prêtre, au 17e siècle, il y a un prêtre jésuite qui vivait avec une tribu Natchez, qui étaient les résidents là-bas, en Louisiane, et qui a rapporté avoir entendu des cris terribles dans la nuit, et que c'était une créature qui supposément volait le bétail, et les Natchez le connaissaient beaucoup, les connaissaient bien. Plusieurs peuplades en Amérique du Nord parlent d'un homme sauvage. Les Iroquois parlent de Genosqua, le géant de pierre. Sinon, on parle des Sukum, qui serait une race cannibale qui habite dans la région du Mont-Sainte-Hélène, au sud de l'État de Washington. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est peut-être le plus haut... je veux dire, le plus haut honneur qu'on peut faire à une créature mythique. Le président Roosevelt
Theodore Roosevelt, chasseur émérite, qui a écrit son propre livre sur la chasse, fait mention d'une histoire qui lui a été rapportée par un chasseur, un de ses partenaires, qui dit qu'il aurait été pourchassé par une créature à apparence humaine, cette créature les aurait chassés pendant 5 jours et aurait fini par manger son partenaire. Et là, c'est ça dans le livre écrit par Roosevelt. Alors, quand le président mentionne votre présence, vous êtes maintenant un emblème national. Ben, c'est Samuel de Champlain qui disait avoir vu le monstre du lac Champlain. Oh! Quand Nous avons des noms contents de donner son nom au Ah oui, il y a eu des name dropping de monstres, là, quand même. à travers l'histoire. Oui. Du côté du Yéti, alors là, il y a plusieurs apparitions depuis minimum le 12e siècle. Il y a des temples bouddhistes qui gardent des traces et même des reliques, on va en parler dans la section sciences, ayant appartenu ou provenant des Yétis. On dit que le Yéti a un cri, lui aussi, un cri strident qui rappelle le vent. Qui souffle sur les cimes. Et selon certaines traditions bouddhistes, le Yéti, c'est une âme qui s'est réincarnée entre un animal et un humain. Comme dans l'étape entre l'animal et l'humain, il y a le Yéti. Aïe, aïe. Et c'est ça, il y a eu plusieurs explorateurs qui ont cherché le Yéti. Il y a des temples qui ont gardé des traces, il y a des histoires de prêtres bouddhistes ayant été hébergés et qui ont fondé une amitié avec les Yétis. Comme si c'était vraiment un peuple. Comme si c'était un peuple qui habitait la montagne, exactement. C'est cool à imaginer quand même. Oui, et supposément que certaines des reliques qui existent proviendraient de cette entente qui a été faite entre un moine et son ami Yéti, qui, en mourant, lui aurait transmis ses connaissances, parce que le Yéti était un être sage malgré tout, et dont le moine aurait gardé une main et le scalp, qui sont devenus des reliques. Voilà. OK. C'est pas très gentil de prendre une main et le scalp de quelqu'un. Non, c'était pour lui rendre honneur. C'est devenu des saintes reliques. Là, il était déjà décédé, peut-être. L'histoire ne le dit pas. Okay. C'est ça. C'est quand il est mort. OK, d'accord. L'autre a pris sa... Fait qu'il y a des reliques de ça. Wow. Oui, d'un Yéti. On va en parler dans la section sciences et dans les nombreux canulars qui ont été sélectionnés, parce que c'est très dur de parler du Yéti sans rapidement basculer dans l'univers de la... Oui! Ah, la science! Oh my God! On a tellement de pain sur la planche, Simon. Oh mon Dieu! OK, on a passé rapidement à travers l'origine parce que... Oui, parce que à la base, tu sais, le Sasquatch, ça reste des légendes de culture autochtone, ça reste... Ben, je parle juste du Sasquatch, mais tout ça vient de légendes et de trucs au fil du temps. Dans les hypothèses, on a parlé de possibilité qu'il y ait des gigantopithèques. Des quoi? Des gigantopithèques. Mais qu'est-ce donc? Des hommes préhistoriques, si on veut, descendants de l'homme, pour vulgariser la chose. Par contre, apparemment que les gigantopithèques seraient des quadrupèdes, ce qui ne fonctionnerait pas si on se fie aux fameux vidéos qui ont été prises. C'est toujours un bipède. Oui. Alors, malheureusement, on doit écarter cette possibilité. Peut-être qu'il y a une sorte d'hominidé qui ressemble à un Homo sapiens ou qui aurait été observé, mais on s'entend, les chances sont très minces. Mais tu devrais savoir qu'il existe de nombreux types de Yétis. Et il y en a un qui est quadrupède, qui est le plus dangereux. Alors peut-être. Peut-être. Mais on les a jamais filmés, ceux-là. Non, mais on les filme pas, eux. Des traces. Ah. Beaucoup plus de traces dans la neige. Mais c'est pour ça qu'on commence d'emblée avec le gigantopithèque, parce que c'est presque impossible de parler de ces animaux-là ou de ces créatures-là sans parler des démarches scientifiques qui viennent autour. Il y a toute une sphère qu'on appelle, on en a parlé déjà un peu dans l'émission, mais ici je veux en faire mention, qui est la cryptozoologie.
Alors, s'il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire de l'argent avec de la crypto, c'est pas ça. C'est cryptos du grec caché et zoologie, donc animal. C'est donc l'étude des animaux cachés. Et les animaux cachés, les échantillons de cryptozoologie, sont ce qu'on appelle les cryptides. Ce sont des animaux qu'on n'a jamais vus, mais ce seraient des animaux naturels. Et le Bigfoot, le Yeti sont les figures de proue de ce mouvement-là. Absolument. D'étudier scientifiquement des créatures qui pourraient exister. Puis c'est encore possible c'est encore possible si on parle de réalité vraiment, dans les fossiles, au même titre que dans parfois certaines espèces animales, il y en a qu'on n'a jamais découvert. Donc, autant des fossiles qui sont des nouveaux fossiles qu'on fait hey, je ne connaissais pas cette variété-là de dinosaures, de mammifères. Puis, il y a aussi des animaux, par exemple, je pense juste au fond marin, il y a tellement de sortes de créatures marines qu'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas descendu assez bas, parce qu'on n'a pas observé tout, parce que ça se cache en fait dans les profondeurs. Et apparemment que ce serait aussi valide dans les forêts, donc forêts d'Amazonie, donc les forêts plus denses, parce que c'est des lieux qui sont généralement plus cachés où ce que les humains s'aventurent moins. Écoute, on retrouve quand même des nouvelles espèces animales, végétales, fongales. Ça arrive encore de nos jours, là. Oui, c'est quand même, ça arrive à chaque année. Oui. Et donc, ça c'est peut-être le moteur qui alimente les cryptozoologues dans leurs recherches. Mais il y a beaucoup qui est mis en place pour trouver Bigfoot et pour trouver le Yeti. Entre autres, il y a plusieurs personnes qui sont plus intéressées par la célébrité qui viendrait avec le fait de trouver un animal cryptozoologique qu'avec l'intérêt scientifique. Je pense, Sabrina, que tu nous as préparé un petit topo. Ah, un petit topo, mais je pense qu'on se doit, avant de parler des hypothèses classiques, je pense qu'on peut se permettre de parler des vidéos. Oui, OK. Parlons des vidéos. Parce que la première affaire à laquelle je pense quand on parle de Bigfoot, quand on parle de Yeti, c'est aux photos et aux vidéos qu'on se pose la question, mais c'est-tu vrai ça? Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que ça marque l'imaginaire. Les gens qui font ces canulars-là, veut pas, laissent une trace derrière eux, puis que ce soit dans le but de la célébrité ou du plaisir de faire un canular, il y en a qui ont fait quand même une certaine notoriété. Notamment Rick Dyer, qui est un chasseur de Bigfoot autoproclamé. Il existe d'autres façons d'être un chasseur de Bigfoot que de s'autoproclamer. Absolument, qui aurait fait une vidéo, en fait, comme quoi qu'il aurait tué le Bigfoot. Il a fait un montage vidéo. Oh mon Dieu! Dans la forêt, et on voit vraiment comme si se battait, la créature arrive en avant-plan, et là, coup de fusil, la créature meurt. Comme dans un film, vraiment. Mais à la Blair Witch Project, évidemment, c'est la meilleure manière de faire un bon canular puis de donner de la crédibilité. Blair Witch Project est un excellent film qui n'a rien coûté à faire parce qu'avec une caméra qui shake, tu as encore plus l'impression que c'est vrai et que les gens y ont peur pour de vrai. Ben, oui. Lui, Rick Dyer, il a fait ça. Mais on s'est rendu compte, en fait, le gars en tant que tel avait un passé très lourd de créateur de hoax, donc de canulars. Fait que ça n'a pas joué en sa faveur, évidemment. Et selon les études et l'étude des vidéos et tout ça, il s'agirait en fait d'un costume qui aurait été congelé et modifié. OK, voilà. mais là c'est établi que ça, c'est un canular. Il n'y a aucune chance. Oui, OK, parce qu'il y a encore des vidéos qui sont sur la tranche. On n'est pas sûr. Donc, oui. Il faut se remettre en contexte d'époque aussi, parce que là, je parle d'un truc qui est relativement récent. Ouais. Mais si on se fie aux vieux footage vidéo, il faut se remettre en contexte que les gens étaient non seulement pas habitués de voir des vidéos avec des canulars, mais les caméras étaient moins bonnes. Alors, quand on dit qu'une vidéo ou une photo est prouvée véritable et authentique, ça ne veut pas dire que c'est un Bigfoot pour de vrai qu'il y a dessus. Ça veut juste dire que la photo, on ne peut pas prouver qu'elle est fausse. Mais y a-t-il trucage? Ben, c'est fort possible. Fait que juste qu'on se remette en contexte, on fasse la part des choses. Aujourd'hui, avec notre cellulaire, ça serait plus si tu fais en 3D, parce qu'à cette heure, le montage n'a plus de limite, là. Mais ce ne serait pas le même enjeu que dans les années 50. Mais c'est vrai. Et le film de Bigfoot le plus connu, celui qu'on a tous vu, c'est le film qui a été filmé par Roger Patterson et Bob Gimlin en 1963.
Pardon, 1964. Et ce film qui a été ensuite remis au goût du jour et dans un format plus regardable en 1996 pour l'émission Dossier Mystère, qui est chère à mon cœur. Donc, cette vidéo-là où on voit, comme tu l'as dit, comme un vrai Blair Witch de 352 images back-à-back, pas stables de quelque chose. C'est toujours mal filmé, c'est toujours de loin, c'est toujours pixelisé. Et oui, et cette vidéo a fait parler depuis sa sortie et continue encore aujourd'hui. On a interrogé, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de cette vidéo, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à peu près tous les experts d'effets spéciaux de Hollywood, de Stan Winston au créateur des extraterrestres dans Star Wars, se sont tous prononcés sur est-ce qu'ils pensent que c'est vrai. La moitié sont d'avis que personne n'est capable de faire un costume qui a l'air de ça, et l'autre moitié est d'avis que c'est un costume cheap, je peux te faire ça en une fin de semaine. Par ailleurs, parlons de costumes. Oui. Avant de poursuivre, j'ai fait une petite recherche. Oui. Et à savoir, la vraie fourrure, ça coûte extrêmement cher, évidemment. Donc, si on voulait faire un costume cheap, c'est pas si simple parce que la fausse fourrure a commencé à être vraiment plus libre d'accès en 2004. Oh. C'est quand même intéressant à savoir. Ce qui veut dire que faire un bon costume de Bigfoot, c'est pas si simple. C'est très coûteux et difficile à exécuter parce que si on se fie, par exemple, aux effets spéciaux des années fin 90, 80, 90, je pense notamment, je sais pas, le vieux Jurassic Park. On avait des animatroniques avec des espèces de marionnettes, avec beaucoup de choses, mais c'était des choses qui coûtaient des sommes astronomiques à faire pour l'époque. Et pour aller chercher ce niveau de réalisme-là, ça prenait quelqu'un qui avait des talents de sculpture, des talents incroyables pour aller faire, par exemple, sculpter de visage. Alors, d'une part, il y a ça coûte extrêmement cher. Un costume cheap, pas si facile à faire en fausse fourrure parce que c'est aux alentours des années 2000 que ça a commencé à être plus accessible à tous. Et, important aussi, la démarche de notre ami Bigfoot. C'est pas tout le monde qui est capable de marcher comme un singe, si je peux dire que c'est un singe l'imitation qui pourrait être faite si, mettons que tu as un bon costume, là. Mettons, t'es chanceux ou t'es bon, t'es un bon costumier, ben après, il faut que tu marches pour être crédible. Puis cette démarche-là aussi a été analysée par beaucoup de spécialistes animaliers parce que c'est facile d'avoir l'air d'un humain dans un costume qui marche, tu sais. Et c'est un excellent point. Et j'ai 2 contrepoints. Oh, vas-y, j'adore ça. Le créateur. Je tiens à dire qu'on ne s'est pas parlé avant l'émission, fait que c'est vraiment le fun. Là. On vit ça. Vous le vivez en même temps que nous. Ouais. Le créateur du costume de Chewbacca en 1977 a vu la vidéo et s'est prononcé en disant « C'est un costume, mais je ne sais pas comment tu peux le produire en bas de 10 000 ». Bon, ben, j'étais pas folle. et donc, le mystère demeurait autour de ça. C'est fou pareil, mais c'est juste ça, si tu fais, ça faut que tu veuilles en mots, t'as dit faire ton canular. Là. Ben, exactement. Et la deuxième chose, c'est à propos de la démarche. Il y a récemment, très, très récemment, quelqu'un qui a stabilisé la vidéo. Ça se fait maintenant avec des outils, en fait, même des outils de montage comme celui avec lequel je fais l'émission. Vous pourriez prendre un point dans l'image et dire « OK, ce point-là ne bouge plus, le reste de l'image va bouger. » Et quand on regarde la vidéo stabilisée, c'est presque évident que c'est une personne, c'est pas un singe, parce que ça devient beaucoup... Vous voyez la démarche très, très humaine. Ah oui, parce que de toute façon, moi, je trouve, pour l'avoir regardé beaucoup, avoir fait des arrêts sur image, moi, je n'avais pas vu la version stabilisée, mais je trouve que ça a l'air d'un gars qui s'en va tranquillement en bougeant un peu les bras, là, mais ça a vraiment une démarche humaine, à mon avis. C'est ça. Et si on parle de canular, il y a des choses qui ont été beaucoup plus réalistes, beaucoup plus consistantes qui ont été faites par la suite. Mais c'est juste pour vous dire à quel point
le trou de lapin va loin. On peut trouver Ouais. des arguments et des contre-arguments à tout moment. Ouais, absolument. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ben, il y a deux choses aussi à considérer. Là, j'ai parlé de l'authenticité des caméras vidéo, des photographies. Les pareidolis sont encore extrêmement présentes dans nos vies. Toujours! Elles le seront pour toujours. Et il y a quand même beaucoup de bonnes photographies de Bigfoot qui étaient en réalité juste des pans de falaise, des pans de neige, avec une forme qui donnait l'illusion d'être un être à forme anthropomorphique. Alors, beaucoup de photos qui démentissent les preuves qu'un Bigfoot existait, comme ça. Mhm. Dans les théories un peu loufoques, que quelqu'un qui est atteint d'hypertrichose... Ça, si on rappelle, c'est quoi? C'est la maladie oui, qui... c'est la maladie qui donne des poils dans le visage. D'ailleurs, Chewbacca est inspiré par ça, l'homme-chien du cirque, comme dans The Greatest Showman. J'ai oublié le nom du vrai gars qui a fait ça, qui était pas si cool que ça. On pourra en parler de Freak Show un jour. Oh, je pense que ça fait partie de notre liste. Oui, alors en fait, c'est que vous avez des poils, donc une abondance de poils partout, mais majoritairement, ben, dans ce cas-ci, dans le visage. C'est des gens qui faisaient les cirques à l'époque parce qu'il y avait cette particularité physique-là. Puis, Chewbacca aurait été inspiré de ces photos-là. Notamment. Et on pourrait imaginer, le Bigfoot, c'est un gars qui a juste un problème d'hypertrichose, qui a plein de poils dans le visage. Mais je tiens à rappeler que la majorité des montagnes et qu'elles soient enneigées ou non, ne sont pas un endroit où il fait bon vivre de manière confortable pour un humain. On va se le dire. Donc, à limiter. C'est très, très vrai. Et par contre, il y a une explication-ish des apparitions de Bigfoot dans les montagnes, spécialement à partir des années 80-90, parce qu'il y a tout un document qui a été préservé par les forces armées américaines, comme quoi il y a plusieurs vétérans du Vietnam qui n'auraient jamais été capables de se réintégrer à la vie sociale après le Vietnam, après la guerre, et qui seraient allés se réfugier ou se loger dans le bois. Mais ça se peut. Et non seulement ça se peut, mais c'est comme l'histoire de Rambo 1. C'est vrai. C'est tellement vrai. Et ça fait en sorte que si tu laisses un vétéran de la guerre, d'une guerre dans la jungle, dans la forêt, il a toutes les aptitudes pour survivre à un milieu de même, un milieu comme ça. Et après un certain bout de temps, ben, il va avoir l'air hirsute et mal rasé et il va avoir peut-être l'air de ça. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas fou, mais tu vois, ça me rappelle l'épisode d'Homer Simpson qui s'est fait prendre pour le Yeti à un moment donné. Il me semble que... Oui, ben, c'est ça. C'est encore une fois... c'est une théorie, je comprends. Encore une fois, on peut... Mais c'est vrai, par contre. La chose que je te dis, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de vétérans du Vietnam qui sont devenus ermites sur la côte ouest américaine par la suite. Ça, oui, ça, je le crois. Documenté. Mais que la personne ait un soute en poêle qui habille son corps en One Piece puis que sa barbe match, ça, c'est... là, je commence à trouver que c'est un peu tiré par les poils. Oui. Pour ce qui est des montagnes enneigées, oui. Je me suis informée parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'ours, d'attaques d'ours aussi, d'ours qui mangeaient. Il y aurait même des sous-espèces d'ours dans l'Himalaya qui pourraient avoir été pris pour des yétis parce qu'ils sont capables de se tenir sur leurs pattes arrière. De marcher sur leurs pattes arrière. De marcher sur leurs pattes arrière. Ça, c'est la grande trouvaille. S'ils sont capables de se déplacer sur les pattes arrière, là, ça change toute la forme d'une empreinte de pas d'ours. Oui, par ailleurs, fun fact, j'ai lu un peu sur les montagnes enneigées et je sais qu'ils ne rapatrient pas les corps des personnes qui font la montée, étant donné qu'il y a moins d'oxygène, qu'il fait extrêmement froid, donc ça sert comme à rien d'aller chercher, mobiliser une équipe de recherche au complet pour aller chercher quelqu'un qui est porté disparu parce que forcément, on sait ce qui se passe. Et fun fact un petit peu glauque, les personnes qui ont par exemple disparu par la montée de l'Everest servent maintenant de point
de référence pour les gens qui voyagent et qui font la montée. Il y a, par exemple, la vallée de Green Boots, qui s'appelle comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans ce coin-là, dans cette région-là, qui porte des bottes vertes. Donc, c'est un signe distinctif qui permet aux voyageurs de pouvoir se retrouver dans la montagne. On voit encore les bottes? Les bottes sont encore Ouais, visibles? on peut Ah voir ouais. le corps, en fait, est Ah, visible mon Dieu. parce que l'affaire, c'est qu'il fait tellement froid que les corps sont préservés, se décomposent extrêmement lentement. S'ils se décomposent, en fait, je ne saurais pas dire. J'ai fait des recherches à ce niveau-là et je n'ai pas trouvé si les corps se décomposent réellement en montagne. Ben, écoute, Mais dans les cas de Bigfoot mystérieux et de Yeti, j'avais lu, mais tu sais, il y a des corps qui se décomposent et d'autres non. Alors, ça veut dire que ces corps-là, il y a certains corps qui sont mangés par le Bigfoot et d'autres non. Mais ça fait d'ailleurs partie certaines des explications du Bigfoot parce qu'il ouais. y aurait la possibilité que des anciens hominidés, comme tu disais, le Gigantopithèque ou même juste des Néandertals, seraient restés préservés dans la neige. Et donc, quelqu'un qui trouve une dépouille d'un ancien hominide, d'un ancien être humain, pourrait dire « Ah, ça, c'est Bigfoot ». Ouais, mais pas évident à trouver considérant la neige qui tombe, considérant les sédiments aussi des millions d'années qui nous séparent. On pourra, si Mais vous il y en voulez, a regarder. plusieurs. Il y a plusieurs corps qui sont retrouvés à cause d'un glissement de terrain, à Oui, cause du réchauffement climatique. Il y a c'est vrai. beaucoup de corps qui sont retrouvés en forme congelée. Ah, puis on a retrouvé des spécimens, par exemple, de mammouths presque parfaitement préservés, des choses comme ça, que ça donne envie de croire à Jurassic Park. Là. Bientôt, on va prendre l'ADN des lézards pour combiner tout ça, puis avoir des dinosaures peut-être un jour. Dans tous les cas, pour terminer avec les corps il y en a qui sont mangés, d'autres non. C'est plus, on peut plus attribuer ça aux prédateurs, simplement des montagnes qui sont opportunistes et charognards, tout simplement. Voilà. Mais c'est quand même drôle de se dire que si tu te perds en montagne et que tu décèdes, tu vas servir de checkpoint sur une map pour les prochains qui vont faire la montée pour leur éviter le triste sort que tu as subi. Ben, c'est glauque, mais c'est également pratique. Absolument. Ah oui, puis c'est nécessaire, là. Les gens qui font la montée de l'Everest, ils savent que ça se peut qu'ils ne reviennent pas, là, s'ils ne font pas attention. Alors, je vais faire du poney sur ton histoire d'ADN parce Absolument. que il y a quand même beaucoup de projets qui ont été mis sur place pour essayer de retracer l'ADN de Bigfoot. Entre autres, il y a en 2013, dans le journal De Novo, Journal of Science, il y a la vétérinaire Melba S. Ketchum. Ouais. On connaît-tu quelqu'un qui s'appelle de même? Trouvez-les tous, les cryptides. Okay. Je vais tellement mettre le thème. Oh non, c'est fini. Je vais te l'enregistrer. Donc, c'est ça. Qui a déposé, qui a inscrit le nom Homo sapiens cognatus. Et qui s'est déclarée la dirigeante du projet pour le génome du Sasquatch. C'est-à-dire qu'ils ont analysé plus de 111 échantillons provenant supposément des rencontres avec Bigfoot et ils en ont essayé de reconstituer un code génétique commun de toutes les poils ou les traces de pas qui ont été retrouvées. C'était une recherche sérieuse qui a été documenté par plusieurs journaux scientifiques, mais qui est louche parce que le De Novo Journal of Science existait seulement depuis 9 jours avant que la vétérinaire lui confère son article sur le Sasquatch. C'était avant tout un site web et les autres journaux scientifiques, ils l'ont comme pris à brûle-pourpoint, ont comme accepté ces concluantes, mais n'avaient jamais fait affaire avec eux autres. Donc, est-ce que c'était un journal qu'on ne connaissait pas jusqu'à ce moment-là? C'est très louche. C'est très louche, vraiment louche. Mais il y a quand même eu une analyse des échantillons capturés, non pas par Mme Ketchum, mais par le FBI. Oui! Hey, le FBI. Oui. J'ai trouvé
le document officiel du FBI sur le dossier du Bigfoot parce qu'il y en a eu un. Oui, Le et FBI, on peut vous le partager. le FBI, à partir du moment où il y a plein de gens qui font des rapports, ils Oui. vont faire quand même une enquête. Puis c'est ça qui est... Moi, je veux dire, ça doit être le fun quand tu es dans ce milieu-là de faire bon, on va aller faire une recherche sur quelque chose qu'on ne sait pas si ça existe. Mais justement, le FBI avait un dossier sur le Mothman, donc un dossier sur le monstre Loch Ness, pas le monstre Loch Ness, mais un monstre des lacs aussi. Donc, ils ont quand même leur petite. Je veux dire, tout porte à donner envie d'être conspirationniste quand tu regardes ça et tu lis les dossiers. Mais tu sais que cette caractéristique du FBI est ce qui a donné la série X-Files. Ben, c'est certain. C'est C'est une excellente idée. C'était un coup de génie que genre, Mais le FBI doit faire une enquête. Alors forcément, Ouais. ils ont un département de ça et c'est ça qui a donné la Ah, série puis X-Files. écoute, c'est ça qui doit nourrir beaucoup de conspirationnistes à se dire que c'est caché, puis que le gouvernement nous cache ça, puis que les laboratoires font des clonages de Bigfoot. Mais pourtant, ils Écoute. diffusent et on a accès à ces documents-là. Absolument, absolument. Si vous voulez aller lire, vous amuser, des fois, il y a des trucs assez drôles. Mais la majorité des trouvailles de poils, de ce que moi j'avais lu, c'était des mélanges de plusieurs animaux. Oui, alors, de ce qu'ils ont trouvé, sur les traces d'animaux qu'ils ont trouvé, c'était principalement des ours ou un autre animal connu. Il y a une fois où ils ont détecté un ADN qui appartenait à un primate et une analyse plus poussée a juste révélé que c'était de l'ADN d'un être humain. Alors, ça n'a jamais été concluant. Fait que la fille a pogné une patch de poêle de quelqu'un qu'elle connaît, puis elle est allée mélanger ça avec une patch de poêle d'ours, puis une autre patch de poêle d'ours, puis elle s'est dit « Personne ne va rien voir! Ils n'y verront que du feu! » Ne sous-estimez pas la capacité des gens à croire et à vouloir faire croire. C'est certain. Il y a eu... Bon, moi, je veux parler brièvement des vocalisations, parce qu'on a dit tout à l'heure, en début d'émission, que le Bigfoot et le Yeti sont reconnus pour leurs cris. Scott Nelson, un linguiste cryptologique de la marine américaine, en fait de la Navy, je ne savais même pas que ça existait, c'est dans le fond, un décodeur de code radio, aurait capté les vocalisations dans la Sierra Nevada, aurait capté les vocalisations du Bigfoot ou de l'espèce qu'on appelle Bigfoot dans les années 70. Et on a accès à cet enregistrement qu'on fait écouter maintenant. Cet enregistrement, qui provient quand même d'une source assez réputable, pas réputée, mais crédible, si on veut. Quand même, est assez mystérieuse. Plusieurs experts y ont porté attention. Certaines personnes qui prétendent avoir eu des rencontres avec Bigfoot disent oui, c'est ça, ça sonne comme ça. Mais en même temps, à peu près tous les zoologues ou les primatologues qu'on a interrogés disent ça, c'est des espèces de coyotes, de loups, de hiboux. À cause de la qualité de l'enregistrement, on ne les entend pas bien, mais c'est des animaux connus, c'est juste que les gens ne sont pas habitués d'entendre ce son-là, puis ça a l'air d'un son d'un primate. Ah, puis il y a beaucoup de sons d'animaux là, que vous seriez surpris d'entendre les vrais bruits. Parce qu'en fait, ça, je tiens à le dire, je vais faire du shaming de monteur audio de cinéma. Oh en fait, c'est que, étant quelqu'un qui connaît bien les animaux de la forêt, parce que je trouve ça trippant, ça me fâche tout le temps quand dans un film, là, puis là, vous allez porter attention la prochaine fois que vous voyez un film avec un animal, comme reconnaissable, mais le son, c'est souvent pas le bon. Par exemple, si on a un loup, une attaque de loup, ils vont mettre des sons de tigre. C'est même pas des jokes. C'est décevant.
Parce qu'en mélangeant des sons, ça a l'air plus épeurant, ça a l'air plus d'un prédateur et tout ça. Ouais, je pense à ça parce que particulièrement dans le dernier film live action de La Belle et la Bête, les loups font tous des sons de lion puis de tigre. Puis j'étais comme, hey là, Les sons de charriez fauve. pas, là, Colin, on peut avoir des grognements de chiens, s'il vous plaît? Mais, et c'est ouais. vrai. Fait que ne vous fiez pas au son des films, c'est pas les bons. C'est C'est souvent vrai. des mélanges. Et d'ailleurs, tant qu'à être dans le domaine des primates, Décevant. tant qu'à être dans le domaine des primates, le son qu'on associe le plus souvent aux singes, le fameux ouh, ah, 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 ce n'est pas un son de singe, c'est un son d'oiseau du paradis. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Et donc, Hollywood nous ment. Hey, c'est là la conspiration de Hollywood. Tous les sons des animaux sont pas les bons pour nous mélanger. Ça suffit. Arrêtez ça. Donc, bref, il y a encore beaucoup de questionnements qui entourent les enregistrements, mais ça constitue une autre preuve. Alors, jusqu'à maintenant, dans cette émission-ci, si vous retenez une chose, c'est que Bigfoot et le Yeti ont beaucoup plus de traces que vous pouvez consulter à la maison qu'à peu près n'importe quel autre monstre qu'on a couvert dans cette émission. Quoi d'autre? Ah oui! Les traces! Parce que oui, il y a des traces. Et comme on a dit au début, souvent c'est mal fait. Souvent c'est d'autres animaux avec des traces un peu étranges, comme les ours qui marchent sur les pattes en arrière. Mais aussi, il y a les fameuses traces qui ont causé l'événement en premier lieu. Les traces trouvées en Californie, qui mesurent 41 cm, de que c'est? Eh bien, l'homme qui en aurait été responsable est décédé au début des années 2000 et sa famille a avoué qu'avec son tour à bois, il aimait bien faire des structures en bois et faire des blagues à ses amis. C'était une habitude qu'il avait. Alors, c'était probablement un canular. Probablement. Mais encore là, c'est sa famille, c'est quelque chose qu'il aimait faire, mais peut-être que c'est arrivé après. On ne sait pas. Et c'est ce qui continue, c'est ce qui fait que le mythe perdure. C'est jamais confirmé, cette histoire-là. Mais, un autre article intéressant de la BBC. En Caroline du Nord, il y a un homme appelé Gawain McGregor qui s'autoproclame être un chaman. Et pour de vrai, là, il y a une photo d'un gros plan de son visage et ce gars-là se trimballe en One Piece fait en peau d'animaux pour de vrai. Et il a levé la main en faisant « C'était sûrement moi, puis vous êtes trompés. Il n'y a pas de Bigfoot, c'est moi le Bigfoot. » C'est un peu épeurant. C'est vraiment épeurant. Puis, si je peux me permettre de faire une parenthèse de chapeau de poil parce que je trouve ça le fun de parler de faits québécois au travers de tout ça, j'ai appris que quand on faisait des échanges de fourrure avec les Européens, ils tripaient vraiment plus sur le cuir que sur la fourrure. Et nous, étant donné qu'on vivait dans des conditions très froides, on portait des bobettes en castor puis en poêle. Alors, basically, on échangeait nos vieilles bobettes usées aux Européens contre d'autres affaires. On s'excuse, les Européens, parce que, c'est ça, pour faire le bon échange. Alors, on gardait le poil puis on leur fourguait le cuir. J'ai vu un documentaire. Oui, fait que dans le fond, puis les Européens trouvaient ça cool, fait qu'ils mettaient ça sur leur tête. Fait qu'ils portaient nos bobettes en poêle, usagées sur leur tête. Je trouve ça hilarant. Tu me croiras pas, mais je suis capable d'utiliser ton histoire pour en revenir au Yeti. Yes! Oui, parce qu'on parlait de poils et de montagnes et de froid. Oui, et de fourrure. Je suis désolée pour cet égarement, mais j'ai trouvé ça tellement drôle d'apprendre ça cette semaine. Mais attends une seconde, parce que non seulement je m'en vais continuer dans ta direction, mais je vais également utiliser la formule de cuir et poils comme couvre-chef, car j'ai parlé en début d'émission des reliques associées au Yeti, qui étaient conservées dans un temple bouddhiste. Alors, il y en a deux qui sont notoires, qui sont le scalp et la main du Yeti qui aurait été l'ami d'un moine bouddhiste selon la légende. Mais ces reliques-là existent vraiment. Et elles sont vraiment conservées dans un temple au Népal. Et il y a des analyses qui ont été faites sur les deux. Parce que si vous regardez le scalp, ça a vraiment l'air comme ça a l'air du
pire chapeau de poêle fait avec les moyens du bord, mais c'est possible que ce soit ça. Alors, il y a de l'analyse qui a été faite et sur la main, qui est une série d'ossements, et on a trouvé que c'était essentiellement des ossements d'ours et d'humains ensemble. Et le chapeau vraisemblablement provient de fourrure de chèvre. Mais l'explorateur Peter Byrne aurait dérobé des ossements sur la main du Yeti et les aurait remplacés par des ossements humains. Oh my God. Donc, le fait que l'analyse révèle de l'ADN humain, c'est probablement les ossements qui ont été remplacés. Et donc, il y a d'autres choses qui est en cours ici. Oh wow. Ça n'arrête pas. En fait, ça n'a jamais de fin, cette histoire. Non, c'est incroyable. Il y a toujours, pour chaque argument et contre-argument, mais encore dans le cas du Yeti, on dénote qu'il n'y a pas d'espèce de singe qui habite au Népal ou dans le sud de l'Himalaya, ou dans le nord de l'Himalaya, et il dit oui, mais il y a certains types d'ours qui n'existent nulle part ailleurs, alors c'est possible qu'une espèce ait trouvé une façon d'entrer. Il y a toujours un contre-argument. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est ça qui est le fun aussi. C'est qu'on peut quand même se plaire à se dire qu'il y a une explication puis que ça existe à quelque part parce qu'on a envie d'y croire. Mais en réalité, le Bigfoot, si c'est un ours bleu du Népal, ben ça se peut que ce soit ça. Fait que techniquement, il existerait. C'est juste qu'on l'imagine trop comme un grand singe ou un être qui ressemble à un humain. Mais il y a plusieurs choses. Bon, je veux finir la section, à moins que tu aies une autre chose, mais j'ai une fin pour la section sciences. Plusieurs, comme j'ai dit, il y a beaucoup de zoologistes, puis de primatologues, puis etc., qui ont été interviewés pour questionner sur le Bigfoot. Il y en a, comme John Crane en 1996, qui a dit qu'il n'y a jamais eu une quelconque trace du Bigfoot qui n'ait pas été fabriquée. Le paléontologue Darren Naish a dit que 3 choses. Si Bigfoot existait, il y aurait consensus sur le son qu'il fait, il y aurait une abondance de traces beaucoup plus facile à trouver qu'une trace d'un ours ou d'un loup, et il y aurait des traces d'ADN dans l'environnement partout, mais ce n'est pas le cas. Aha. Mais en contrepartie, il y a Jane Goodall. C'est celle qui parlait avec Coco, ça, qui parle le langage des signes. Oui! Des singes. Vraiment fascinant, si vous voulez lire sur cette femme-là, by the way. Qui est une des pionnières de la recherche sur les primates. Et elle a dit que elle n'avait pas eu de preuves concluantes, mais qu'elle choisissait d'y croire parce que, premièrement, ça rendait son travail beaucoup plus facile que les gens s'intéressent à un primate. Et deuxièmement, parce que de penser qu'elle a côtoyé assez de primates dans sa vie pour avoir espoir qu'un primate parvienne à échapper à nos tentatives de le prendre en photo et de le capturer. Voilà. Elle est une femme. Génial. Au niveau de la culture, oui. Je pense qu'on est rendu là. Le Bigfoot est quand même un gentil monstre qui est à l'effigie de tellement de choses, notamment des compagnies de campeurs, évidemment, donc les fameuses vannes de camping. C'est la meilleur nom de compagnie parce qu'on imagine tout de suite la montagne et le wild. Ben oui, et c'est en fait ce qui entoure le Yeti, le Sasquatch, le Bigfoot. C'est tellement vaste, je ne sais pas par où le prendre. Mais je pense que c'est un des monstres du moins qui sert le plus en termes de compagnie de quelque chose. Oui. Il y a une marque de savon qui s'appelle Sasquatch aussi. Il y a toutes sortes d'affaires, puis c'est tout le temps des trucs, mettons, pour hommes ou pour le camping. Oui, ça a rapport avec la nature sauvage ou le poêle. C'est essentiellement ça. Mais exact. Ou le Pacifique Nord-Ouest. La plus grosse maison d'édition du Pacifique Nord-Ouest s'appelle Sasquatch. Ouais. Il y a également une quantité astronomique d'apparitions
du Sasquatch dans les films, dans les Oui. livres, dans les jeux vidéo. Il y en a, bon, je vais en nommer quelques-unes au passage, mais vraiment, j'ai été obligé à un moment donné de couper court et j'ai juste constitué un top 5 des apparitions. Une des plus connues, c'est dans Harry et les Anderson, un film et ensuite une série télé de 72 épisodes où il y a une famille qui adopte un Bigfoot qui s'appelle Harry, qui est sans doute la représentation la plus, en tout cas la représentation physique la plus proche de ce qu'on imagine être le Bigfoot. Le Yeti a eu droit à un moment d'attendrissement. La petite émission pour enfants, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, en 1964, qui était un petit stop-motion avec des petites marionnettes cute comme tout, elle présentait un Yeti. En fait, un abominable homme des neiges, qui était une grosse bébête avec du poil blanc et qui criait tout le temps. Et on se rendait compte dans ce film que, dans le fond, il criait parce qu'il y avait une rage de dents. Et que quand il enlevait sa dent, ça devenait un gros charmant poilu. Oui, c'est excellent. Et ça a fait en sorte que le Yeti, et par extension le Bigfoot, est devenu un monstre sympathique. Il est devenu gentil. Par ailleurs, le Yeti, parce que le Yeti, autant que le Bigfoot et le Sasquatch font partie des marques de trucs de la nature. Pour ce qui est de Yeti, c'est une marque de micro, étant donné le bon son de l'écho des montagnes. Oui. C'est également une marque qui va vendre des congélateurs, des sacs et des récipients isothermes, ce qui fait beaucoup de sens, vu Et le nom. Donc, oui. excellent marketing ici. Et Bigfoot, tu l'as dit, c'est une marque de bottes, c'est une marque c'est les gros camions avec des énormes pneus. C'est également un type de marijuana. OK, c'est bon, ça a l'air de ça. Il faut dire que pendant un bout de temps, après le Rudolph the Red-Nosed Reindeer, le Bigfoot et le Yeti étaient devenus comme des gros géants sympathiques et poilus. Il y a eu quelques tentatives d'en faire un monstre inquiétant, comme dans le film Yeti, Curse of the Snow Demon en 2008, ou le film Abominable, c'est le nom du film, en 2019, mais ça, c'est un film pour enfants cute. Le documentaire Sasquatch en 2021 qui parle d'un groupe de fermiers de marijuana en Vancouver, sur l'île de Vancouver, qui, entre les années 70 et 90, aurait été tourmenté par un Bigfoot. Oui, j'ai vu ça, c'est quelque chose. C'est spécial Ouais, et c'est ouais. enclin d'un peu de comment je pourrais dire, de 80 de la chose. Alors, quoi faire pour essayer de restreindre la section culture plus que ça? Ben, tu as parlé de Chewbacca tout à l'heure, hein? Je pense que Oui, c'est un des emblèmes Bigfootesques le plus connu. oui, effectivement, et ça fait partie. C'est une des choses que j'ai mentionnées dans mon top 5 d'affaires bizarres qui concernent. Il y a une histoire de Star Wars dans laquelle le Faucon Millennium se crache en Oregon avant la colonisation et Han Solo meurt dans l'écrasement et Chewbacca va devenir Bigfoot. Fait bizarre, les ossements de Han Solo vont être trouvés par Indiana Jones. Oh my God, OK, c'est donc bien un mash-up de plein d'affaires qui se passent. Wow. Exactement. Incroyable. Le mot, on n'en a pas parlé tantôt, mais ça vaut la peine d'en mentionner dans la culture, mais le nom abominable homme des neiges, ça vient de quelqu'un en particulier, ça vient en fait de l'expédition sur l'Everest de Sir Howard Bury, qui était très britannique, en Ouais, 1921, et qui a ramené, qui est une des personnes qui a ramené l'histoire de traces, qui a vu des traces d'un être bizarre en montant l'Everest, et les locaux appelaient ça le Metokangmi, qui est l'ours homme des neiges, ou plus spécifiquement, l'homme sale des neiges, the dirty man of the mountain. Et la personne qui a traduit le récit n'aimait pas le mot dirty, alors il l'a changé pour abominable. Et c'est de là que vient le terme abominable homme des neiges. C'est une interprétation libre.
Et c'est une interprétation libre de traduction. C'est perdu dans la traduction du tibétain. Ah. Et voilà. Hey! Et Oui, moi, ma recommandation, oui. c'est, mais ce sera pas tout de suite parce que je sais que l'épisode va sortir l'été, hein, on est en printemps-été, mais si vous avez l'opportunité d'aller au massif de Charlevoix Ouh. et que vous avez des enfants ou juste votre cœur d'enfant, ça suffit. Il y a des événements au massif de Charlevoix où il y a un vrai Yeti. Ah! Oui, en fait, ce Yeti-là s'appelle Igor. Et je vous le jure, c'est un comédien qui fait du ski en échasse, en costume de Yeti. Ça vaut la peine de Wow. voir ça une fois dans votre vie. Puis si vous descendez les pistes de ski, c'est possible qu'il passe au-dessus de vous avec ses grandes jambes. Il y a des skis géants qui ont été bricolés spécialement pour le personnage. Et c'est un personnage qui appartient au massif de Charlevoix, qui a été créé par les Vis Tordus, qui sont une compagnie d'animation de la Ville de Québec. Alors, si vous allez au massif de Charlevoix en saison de ski, regardez sur leur site web, sur leurs affaires, s'il y a des événements spéciaux. Il y a des possibilités que vous puissiez croiser un vrai Yeti devant vos yeux ébahis et vous allez peut-être même pouvoir le voir descendre la pente. Parce que j'en reviens pas qu'il n'y ait pas plus de vidéos de ça, parce que ce gars-là, Jean-Pierre Blondeau, qui est derrière le personnage, ma foi, skie et descend la pente, et c'est un excellent skieur, là, il a déjà fait des compétitions et tout, mais c'est un concept qu'ils ont inventé là, de skier sur échasse. Et c'est hallucinant. C'est pas des petites échasses, là, c'est des très, très hautes échasses. Là. Ça lui prend... c'est des 12 pieds, là, ça n'a aucun sens. Alors, juste pour voir ça et pouvoir en profiter et rire et admirer le travail d'un artiste de cirque et comédien, je vous recommande fortement d'aller faire un tour au massif l'hiver prochain. C'est excellent. En plus, descendre en costume de Yeti avec des échasses, avec des skis. Je pense Oui, que puis le il niveau fait du difficulté- slalom, là, c'est incroyable, il est super bon, puis il y a des très, très grands bâtons de ski aussi, c'est complètement fou. Vraiment, là, ça vaut le détour. Ben, si on est pour parler de costume de Yeti, je veux vous parler de mon top 5. Normalement, j'ai une recommandation, mais là, j'essaie de réduire ça au possible. Mais j'ai besoin de mentionner les choses les plus bizarres que j'ai Parfait. vues. Ben oui, parce qu'on reste dans la vidéo, veux pas, hein? Je pense que tu es allé un peu là-dedans, dans Je suis les allé influences. je suis allé dans la vidéo, mais pas seulement. Entre autres, tu parlais de costume de Yeti. Il y a un musicien qui s'appelle Sasquatch, qui fait des solos de sax, qui fait des covers de saxophone habillé en Sasquatch. Vous pouvez le voir sur sa chaîne YouTube. Il y a une comédie musicale qui s'appelle Sasquatched, écrite en 2012 par Phil Darg, où on suit les aventures d'Arthur, un gentil Bigfoot qui essaie de coexister avec les humains, dans la digne tradition de Yogi Bear. Il y a une drag queen qui s'appelle Sasquatch, donc Sasquatch. Meilleur nom. Et donc, voilà. Il y a un épisode de la série The World According to Jeff Goldblum, donc le monde selon Jeff Goldblum, où il accompagne des chasseurs de Bigfoot dans la région du mont Shasta, que je recommande aussi. Mais ma vraie recommandation, parce que après avoir vu toutes ces choses étranges relatives au Bigfoot ou au Yeti, je me devais trouver quelque chose qui avait la palme du bizarre. Et ma recommandation, c'est le film The Man Who Killed Hitler and Then Bigfoot, sorti en 2018, mettant en vedette Sam Elliott, qui est un film complètement pété, l'histoire de l'agent secret américain, qui est Sam Elliott, qui est le cowboy américain, qui est le gars qui a tué Hitler, et ensuite s'en est pris à Bigfoot parce que Bigfoot était une source d'une maladie incurable et il fallait l'abattre. Wow. C'est aussi bizarre que le synopsis vous le dit. C'est très divertissant. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un bon film, mais c'est certainement unique. Voilà. C'est incroyable. J'ai plus de salive, Sabrina. J'ai l'impression qu'on a parlé en non-stop pendant... Ah oui, ça a été assez intense. Il y avait du stock dans cet épisode-là. Excusez, je m'étirais de tout ça, fatiguée de cet épisode. Mais très contente. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en commentaire, des petits pouces et des commentaires. Donc, YouTube, Spotify, Facebook, donnez-nous de l'amour, ça nous encourage à continuer. Et on va se retrouver à la prochaine pleine lune. Oui, la prochaine pleine lune, où là, on va être rendu fermement dans le camp de l'été et on va parler
d'une créature qui, elle aussi, a été passée sous silence dans notre émission, qui pourtant... Méritait sa vitrine. Ben oui, et c'est d'ailleurs là que vous pouvez la voir le plus souvent, sous vitrine, car de quoi on parle dans le prochain épisode? Nous allons parler des momies. Ah, détour vers l'Égypte. À la prochaine fois.